rebonjour à toutes et à tous. Pour conclure donc notre matinée de débat qui a été très très riche avec à la fois l'introduction du ministre de l'Agriculture et puis 3 tables rondes qui nous ont permis d'approfondir une bonne partie des propositions faites par le think tank en cette 7e édition. L'idée c'était de donner la parole à un des acteurs de ce monde agricole en pleine transformation, à un groupe qui est lui-même aussi en pleine transformation, qui n'arrête pas de bouger, Thierry Blandinière qui est à la tête du groupe InVivo. Peut-être quelques remarques simplement déjà sur ce que tu as entendu ce matin. Je voyais réagir quand le ministre parlait de la compétitivité hors coût, sur la taille aussi. Sur la taille, sur la France peut pas... un modèle agricole français finalement qui doit aller chercher plutôt du qualitatif qu'une forme de quantitatif. C'était un peu ça, sans vouloir trop le caricaturer, mais son message un peu subliminal. Et puis un chiffre que montrait tout à l'heure Olivier alors c'était pas notre balance commerciale, mais c'était la production agricole qui a tendance à stagner, et le graphe suivant qui montrait que quand même la consommation, elle, ne stagne pas, puisqu'il y a l'évolution démographique qu'évoquait aussi Philippe, qui montre que les besoins sont là, et donc l'image qu'on en avait, c'était quand même que la part relative de la France avait tendance à chuter. On n'a pas parlé des céréales en particulier, qui est le point fort de InVivo. On peut aussi parler du vin. Bon, quelle réflexion sur cette vision de ce modèle agricole est-ce que tu te retrouves dans la présentation qui en a été faite? D'abord, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour la 6e ou 7e édition. 7e, je crois. J'étais au tout début. J'ai vu qu'il y avait l'ancien logo d'InVivo au tout début qui montre la transformation de l'entreprise au travers de son logo. Alors donc, oui, quelques remarques par rapport à ça. D'abord, vous dire que moi, je suis vraiment ravi de vivre ce moment actuellement. C'est-à-dire qu'un moment historique. On sent vraiment que cette crise sanitaire a révélé quelque part tout le potentiel de notre agriculture. Et on a l'occasion, et on l'a senti ce matin, d'entendre parler de l'agriculture différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'opposition, avec des postures dogmatiques. On est maintenant dans une réflexion beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable, où on arrive à se parler entre nous, parce qu'il faut qu'on imagine le futur ensemble. Et ça, on l'a ressenti vraiment ce matin, c'est la 7e participation, et ça a vraiment marqué en écoutant les intervenants qu'on n'est plus dans ces oppositions d'il y a 6-7 ans où on avait des postures de telle ou telle, on va dire, filière. On sent qu'il y a une volonté de travailler ensemble, et ça, je pense que c'est le côté positif, il en faut un de cette crise sanitaire, cette sortie par le haut, et que maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, effectivement, comment on transforme tout ça en modèle économique résilient, et comment on essaye de ne pas opposer les agricultures, comme ça a été dit, et d'essayer de les rassembler. Alors, c'est vrai que le débat sur la compétitivité, il existe, et il faut pas l'éluder. On sait qu'on est dans une compétition mondiale. On sait que les grandes cultures sont en première ligne dans cette compétition mondiale. On sait qu'on doit travailler de plus en plus, on va dire, certainement une différenciation d'origine française, d'origine européenne, mais pour autant, quand on est sur l'exportation, on sait qu'on n'arrive pas à le valoriser, on est sur un prix de commodities. Alors, dire demain que la ferme France doit s'orienter que sur du haut de gamme et sortir de ces marchés de commodities, ça serait une erreur stratégique, mais alors vraiment énorme. C'est-à-dire, quelque part, on s'enlèverait tout le socle de compétitivité de la ferme France, puisque tout part effectivement des céréales et des semences. Et donc si on reste fort sur le métier du végétal, on sera fort aussi dans la transformation du végétal, la production animale et jusqu'au consommateur. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer, je pense, aux consommateurs citoyens. Et c'est pas facile, et je crois qu'on est dans un moment où on doit pouvoir s'exprimer simplement sur cette notion de souveraineté et de rappeler aussi que les grandes cultures, c'est un enjeu de compétitivité et qu'il ne faut pas désarmer sur ce modèle économique. Et donc, par rapport à la réflexion du ministre ce matin, je pense qu'il faut qu'on travaille un peu plus la notion de compétitivité. Il ne faut pas qu'on soit trop sur la valeur ajoutée hors coût. C'est important et ça va représenter demain certainement les 25% de la différenciation, peut-être plus 30%, 40% de la valeur ajoutée. Certes, il faut y aller. Pour autant, il reste 60% de l'agriculture qui doit être compétitive et qui doit se battre au niveau européen, au niveau international. Et donc ça, je pense que le ministre là-dessus, on a déjà échangé, il a encore un peu de progrès à faire, si je peux me permettre. Voilà. Deuxième question, et après je passerai la parole à Olivier. Sur la partie inflation, sur le fait que le débat, c'est pas forcément payer beaucoup plus cher, mais c'est accepter de payer un peu plus cher, c'est accepter d'accorder une part un peu plus importante du revenu des ménages pour l'alimentation.
qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as le sentiment que le moment est aussi prêt pour ça? Est-ce que l'éducation que propose le think tank peut être une voie pour permettre cette forme de montée en gamme au niveau du consommateur citoyen? Disons que la montée en gamme, elle doit être liée à la qualité du produit, à la valeur du produit, la valeur matérielle et immatérielle de la marque, et que s'il n'y a pas un travail sur une vraie différenciation, on ne parle pas vraiment de montée en gamme. C'est pour ça que sur l'origine France, on peut avoir un débat. Parce qu'en fait, en termes de qualité, au-delà du côté sociétal, qui est important, l'engagement de faire vivre ces territoires et ces terroirs, je comprends très bien, mais en termes de qualité produit, je ne suis pas certain, intrinsèquement, qu'un produit français soit meilleur qu'un produit allemand ou irlandais. Aujourd'hui, quand on parle, je ne sais pas, d'un poulet par exemple, ou à voir. Est-ce que le poulet polonais est meilleur que le poulet breton? Alors, mais attention, ça renvoie à la question de l'origine. Je rappelle qu'il y a une organisation qui s'appelle l'INAO, et qui valide bien, effectivement, les filières. Et là, il y a une vraie différenciation, un vrai cahier des charges, une vraie qualité validée, reconnue au niveau européen. Je rappelle qu'au niveau des IGP, des AOP, des AOC, je crois que c'est l'Italie qui en a le plus. Et c'est reconnu au niveau européen. Donc ça veut dire que l'Italie a été beaucoup plus vite sur la différenciation des filières, quelque part, que nous en France, malgré quelque part qu'on dit que finalement on a beaucoup d'IGP et d'AOP. Et donc je pense qu'il y a un levier autour des certifications des filières de qualité, avec des labels qui existent et qui sont reconnus au niveau européen, avant de parler forcément de la marque France. Ensuite, quand on parle de la France, il faut parler des régions. Alors je sais qu'on sort des élections régionales, c'est peut-être facile, mais enfin bon, c'est important de parler des régions. Puisqu'il y a des marques régionales qui revendiquent une identité locale. Et le consommateur aujourd'hui, il veut du local, du régional, du territoire, du terroir. Et donc la France, c'est la nation, certes, mais on est un peu loin des attentes, on va dire, quotidiennes des consommateurs qui veulent faire travailler la proximité autour d'eux. Et donc c'est plus pour moi les marques des régions. Et ça aussi, c'est un débat, les marques de région, parce qu'il y a des cahiers des charges à construire. On sait que ce n'est pas un sujet facile, mais cette logique régionale est intéressante à creuser, peut-être. Et peut-être par rapport à l'Europe, ça serait peut-être plus facile, en tout cas, de travailler une différenciation d'un point de vue législatif accepté par l'Europe, que de tout de suite pousser la marque France, qui renvoie à un statut européen extrêmement complexe. Et on est toujours dans les dérogations, et chaque ministre de l'Agriculture qui passe arrache une dérogation sur une problématique de filière, mais ne règle jamais le problème globalement. Et je me demande si ce n'est pas complètement incompatible avec la démarche européenne. Parce que dans ce cas-là, et ça c'est un enjeu, je pense qu'il faudrait contourner le problème par les filières, par les régions, par les origines, avec des cahiers des charges, avec une vraie différenciation, et pas simplement dire je suis français, donc je suis meilleur qu'un Allemand, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Accessoirement, les marques régionales ont comme vertu et intérêt d'être des engagements volontaires et collectifs. Donc, du coup, elles peuvent s'émanciper d'une forme de reconnaissance publique qu'elles n'auront pas de toute façon, puisqu'encore une fois, Julien de Normandie l'a bien redit, on ne va pas rêver, sauf si le produit a une différence objective. Bon. Oui. Le biscuit breton par rapport au biscuit d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours différent. Mais il en a la perception et il y a des acteurs qui ensemble ont choisi de le défendre. J'entends, mais c'est légitime et il y a une logique, il y a un marché en face, donc il faut adresser un marché, il faut être pragmatique. Hein. Pour autant, il ne faut pas être dogmatique non plus, dans l'autre sens, en disant l'origine France, l'origine France, l'origine France. On va pas taper comme ça tout le temps en disant mais on parle de quoi quand on parle de l'origine France? Alors après, il y a des nouveaux labels. Moi, je voulais juste peut-être vous parler de ce sujet-là qui me paraît important, c'est la transition agricole, transition alimentaire. Et je pense que là, on a un vrai sujet. Et si on est le premier pays à s'emparer du sujet, bien sûr, nous Français, mais avec les Européens, on peut vraiment s'inscrire sur ce qu'attend le consommateur demain, c'est que l'agriculture est une solution au réchauffement climatique. Et ça fait partie des grands leviers qu'il faut activer très vite avant que les Américains le fassent ou autres pour se différencier, et que la biodiversité aussi est un sujet important. Biodiversité, réchauffement climatique, ça c'est les grands drivers des leviers de création de valeur de demain. Et là, ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, ça renvoie au niveau des agriculteurs. Je vais parler des grandes cultures, je connais un peu mieux que l'élevage, même si l'élevage est bien connu aussi dans le sud-ouest. Avant, quand même. Le foie gras, ça poussait pas comme ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs, le foie gras, quand on parle de relocalisation d'une production et de vrai succès sur une IGP Sud-Ouest, là vous avez... Alors, j'oublie les problèmes de grippe aviaire, tout ça, j'entends bien, mais si on oublie tout ça, rappelez-vous le foie gras dans les années 80, c'était de l'importation.
Il y a eu une vraie volonté dans le Sud-Ouest de créer une IGP Sud-Ouest. Enfin, avant la crise, ça a créé un levier d'un revenu très important au niveau des agriculteurs du Sud-Ouest qui étaient très contents. Alors là, ils vivent un moment plus difficile, mais pendant 25 ans, c'était un exemple de relocalisation, de différenciation et de montée en gamme avec quantité, qualité aussi, les deux réunis. Donc pour revenir sur la partie transition agricole, je pense qu'on a un enjeu important pour faire bouger les lignes de la ferme France, c'est de regarder les grandes cultures. Et sur les grandes cultures, on est dans une logique aussi de se dire la qualité des sols, ça va être l'enjeu de demain. C'est si on est en capacité, et je crois que ça a été dit dans cette instance ce matin, si on est en capacité de pouvoir travailler la qualité des sols, c'est-à-dire faire bouger aussi les rotations de culture, les conduites de culture, accompagner cette transition, c'est-à-dire aussi financer le risque de cette transition pour l'agriculteur, en mettant en perspective l'idée qu'il va valoriser ces terres demain, il y aura une vraie valeur patrimoniale, je crois que ça a été dit aussi ce matin, de ces terres, de son exploitation, dans la durée, et que par rapport à ça, progressivement, on va pouvoir, peut-être, en tout cas, c'est tout l'enjeu, valoriser un premium sur un label RSE, qui reste encore à construire, sur la qualité des sols et la biodiversité. Sur les grandes cultures, je pense qu'on va faire bouger les lignes. Et ça peut se traduire, on défend ça depuis maintenant, on va dire, chez Niveau depuis 2 mois, on voudrait que, en termes de commodities, on soit en capacité de créer un plus RSE et qu'au niveau de la bourse, Ronex, on les voit cette semaine, ou même à Chicago demain, on ait un premium sur du blé RSE qui est français, parce qu'on va prendre l'initiative qui est européenne mais qui peut être mondiale. Et là, du coup, on pourra faire bouger vraiment la ferme France, la ferme européenne, voire la ferme monde, rêvons un peu, sur une agriculture vraiment en phase avec les attentes de la société sur l'environnement, donc c'est la réchauffement segmentation climatique. Jusqu'à la bourse de Chicago. Ça, Et c'est bien ambitieux. et moi, je pense que c'est l'ambition qu'on doit porter, réellement. Et je pense qu'on n'est pas loin, parce que les Américains ont les mêmes questions. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur sur qu'est-ce qu'un label RSE sur la qualité des sols, globalement. C'est extrêmement compliqué. Il fixe le standard, en fait. Donc c'est à nous à prendre l'initiative, parce qu'on est un grand pays agricole. Quand on fait l'histoire, ça a été fait ce matin, c'est quand même les Français, avec leur potentiel de formation agronomique, qui ont fait le tour du monde et qui ont développé l'agriculture. C'est pas les Allemands, c'est pas les Anglais, donc on doit retrouver cet ADN, et là on a un moment historique à saisir sur les céréales. Et du coup, finalement, on va revenir au bon niveau, avec la bonne échelle, au niveau de la compétition mondiale, avec une volonté de s'engager sur un développement durable, tangible, avec un premium pour les agriculteurs, une valorisation des terres qui reste à construire pour le futur. Tout ça, c'est un cercle vertueux qu'on peut créer. Ce blé RSE+, c'est un blé HVE? C'est ça le bon curseur ou pas tout à fait quand même? Alors, HVE, on va dire, c'est une norme aujourd'hui, tout le monde va y passer, donc très bien. Bon, 2, 3, on va voir. Donc c'est plus haut que ça? Pour moi, ça renvoie plus à la qualité des sols, parce qu'HVE, c'est la certification d'une exploitation. Oui. Là, bien sûr, c'est important, mais il ne faut pas opposer les deux, c'est complémentaire. La qualité des sols, c'est de se dire, bon voilà, on va pouvoir valoriser un bilan carbone positif, parce qu'on va s'attacher à la biodiversité dans les sols, la richesse des sols, et donc on va faire des rotations de culture. Et on s'inscrit sur la durée. On s'inscrit sur la durée. Okay. Et donc à partir de là, on crée vraiment... Alors bien sûr, ça a été dit, il faut le labelliser. Il y a une start-up, ça a été dit ce matin aussi, GreenPack, qui travaille là-dessus. Il y a d'autres sujets sur la table aujourd'hui. Mais il faut qu'on arrive à valoriser ces sols, et à partir de là, tout de suite faire le lien avec la volonté de transition agricole. Et de dire... Comme maintenant, nous sommes dans une transition agricole pour le bio, voilà, et qui est financée, il faudrait qu'on arrive à trouver un levier de financement pour la transition sur les grandes cultures, sur la RSE. Et là, c'est un levier qui est très intéressant, avec des aides européennes, des aides éventuellement, on va dire, régionales ou françaises, plus, bien sûr, des fournisseurs par la bourse qui font que finalement, le consommateur va marquer la valeur. C'est une piste de réflexion pour une proposition numéro 1 ou 2 pour le think tank numéro 8. On va terminer tout à l'heure des prochaines échéances. Juste d'un mot pour terminer, Thierry. L'une des dernières recommandations cette année, on vient d'en parler, c'est l'éducation alimentaire. Tu la pousses, tu la soutiens, tu la regardes avec circonspection. Qu'est-ce que ça t'inspire quoi? J'ai écouté, moi je pensais, je me remémorais, je crois qu'on est au résultat du bac aujourd'hui, hein, pour ceux qui passent le bac dans la salle. L'éducation physique. Tu parlais de l'anglais, tu parlais de la science, mais l'éducation physique, ça c'est vraiment quelque chose qui a compté beaucoup dans la santé. Et je pense que l'alimentation, c'est aussi l'éducation comme l'éducation physique. Donc ça, c'est pas forcément directement lié au savoir, mais c'est lié aussi au comportement, au bien-être.
Et donc on pourrait dire, il y a l'éducation physique et l'éducation de l'alimentation au même niveau. Alors c'est peut-être pas les mêmes notes à la fin, c'est peut-être des coef plus, je sais pas comment ça marche maintenant, peu importe. C'est pas central, mais tout de suite, si on commence dans les petites écoles, et puis en remontant jusqu'au bac, en disant voilà, ça fait partie du programme de formation au même titre que l'éducation physique, peut-être qu'on, par rapport aux profs qu'on peut imaginer, on déplace un peu la question, parce que tout le monde va dire mais ça c'est pas une science, voilà, c'est un comportement, mais l'éducation physique c'est aussi ça. Et on pourrait la placer au même niveau, vous voyez, en termes de, pour rentrer dans l'éducation nationale, qui n'est pas c'est la proposition aussi simple que ça. Et vraiment, voilà. Pour terminer, du coup, Thierry, puisqu'Invivo est soutien historique de nos travaux depuis donc 7 ans, tu l'as dit, si l'année prochaine on organise ces fameux rendez-vous avec les candidats sur le thème positionnez-vous par rapport à l'alimentation, à l'agriculture, c'est une question qui mérite de leur être posée. Absolument, ouais. Ben, tu viendras la poser absolument, bien avec sûr. nous dans ces cas-là. Olivier, un mot de conclusion et une petite ouverture peut-être sur oui. la saison 8. Déjà, merci à tous, vous qui nous avez suivis chez vous. Et, évidemment, les conditions font qu'on ne pouvait pas accueillir tous ceux qui le souhaitaient ici. Vous nous pardonnerez, je le pense, sans aucune difficulté. Merci à tous les membres du think tank qui ont beaucoup bossé cette année encore pour produire ce fameux document en livre blanc avec plein de couleurs dessus quand même, qui est disponible en libre téléchargement. Parce que c'est une histoire qu'on a envie de continuer à écrire, et c'est en général ce qui va se nouer dans les quelques semaines qui viennent. Il est probable que si cette histoire du think tank continue, ben, on va mettre le sujet de la transition agricole, de la manière dont l'agriculture et les sujets environnementaux doivent être menés de front, parce qu'il y a quand même probablement un vrai chantier, d'abord en termes de responsabilité, mais aussi de valeur. Parce que si l'agriculture a un rôle à jouer là-dedans, elle cherchera à le valoriser, ça sera légitime. Et puis enfin, autre rendez-vous qu'on peut déjà commencer à se donner, en tous les cas, esquisser cette idée de rendez-vous, c'est que les chantiers qu'on a ouverts, les recommandations que l'on a portées, et en tous les cas les plus importantes, puissent être passées à la moulinette des prochaines échéances qui arrivent, et rêvons qu'ici, dans quelques mois, lorsque le débat public s'engagera, on puisse recevoir, sous une forme de petit déjeuner, les différents candidats, et que les membres du think tank que vous êtes et que nous sommes puissons les interroger sur les sujets qui, à nos yeux, et de manière collégiale, sont les plus importants pour la filière alimentaire. Il y a une occasion, on a désormais, je pense, une forme de respectabilité dans le débat public. La présence du ministre de l'Agriculture ce matin en était quand même un signe, les différents niveaux de relations que l'on peut avoir aussi. Donc, en tous les cas, c'est 2 rendez-vous que l'on peut se donner pour l'année prochaine. Merci Thierry. David, merci à vous. On est aux échos, donc c'est toi qui vas nous dire au revoir. Eh ben, je vous dis donc même pas à l'année prochaine, en fait à la rentrée prochaine, parce que même si on veut faire de l'alimentation un enjeu scolaire, nous sommes sur un calendrier qui recommencera plus vite que ça. Avant 2022, on va remettre ce sujet sur la table. Donc je vous dis à toutes et à tous, à très vite. Merci et à bientôt.